Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. On continue avec le sixième volet d'entreprises de qualité dans le secteur de la consommation défensive. Donc, essentiellement des entreprises qui se comportent très très bien en période d'inflation et en période de récession. Maintenant, tout dépend du prix. Donc, certaines des entreprises présentées ici aujourd'hui sont peut-être sous-évaluées. Donc, le critère est simple, la qualité et rien que la qualité. La première entreprise sur la liste ici, c'est Boom. GM Smucker. Donc, GM Smucker, essentiellement, ici, c'est une compagnie qui exerce dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc, agroalimentaire, c'est actif intangible. Actif intangible, c'est-à-dire la perception de la valeur de la marque. Donc, si la marque est forte et que le produit est bon, généralement, ça se répercute au niveau des chats, au niveau des bénéfices de l'entreprise. Donc, vous constatez ici que les revenus sont stables, à peu près stables et croissants sur les dernières années. Il faut savoir à croissance par acquisition ou bien croissance organique, rapport financier. Donc ici, les marges brutes également sont à peu près croissantes, en qui de 33% à peu près 39%. Donc on voit ici la marge opérationnelle également est stable. Le bénéfice net par action a tendance également à être stable. On varie, même si on a connu des périodes à peu près plus lucratives. Mais actuellement, on est souvent aux alentours des, voilà, à tout casser, c'est une entreprise qui a des free cash flow aux alentours de 850, 900 millions par là sur les dernières années. Donc ici, généralement, elle distribue également un dividende de l'ordre de 3,78 $. Donc en date d'aujourd'hui, le dividende à peu près représente un rendement de alors 3,16%. Donc si l'entreprise vous distribue par exemple la totalité de ses free cash flow en termes de bénéfices, ça va vous donner à peu près ici, on aura quelque chose comme un rendement de, par rapport au free, on aura un rendement, il s'appelle de 6,25%. Donc peut-être on peut avoir une opportunité d'investissement ici en date d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que voilà, on cherche vraiment un 10% de rendement pour les actionnaires. Donc je ne parle pas de rendement du dividende, parce que le rendement n'est qu'une allocation du capital. Donc le dividende n'est qu'une allocation du capital. Donc c'est avec les free cash flow qu'on paye la dette, c'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende, c'est avec les free cash flow qu'on rachète les actions, d'accord? Donc, c'est le free cash flow qui est le plus important. Donc, il faut regarder la croissance ou la stabilité du free cash flow. Donc, ici, c'est une entreprise qui distribue à peu près 3% en termes de rendement pour le dividende ici. Donc, on a la possibilité d'aller chercher à peu près aux alentours des 6,25% par là, en prenant en considération une moyenne de 850 millions de free cash flow par an de disponible. Donc, également, ça dépend également du niveau de la dette ici. Donc, on regarde ici, on a une croissance également des revenus aux alentours de 5% par là. Donc, si on ajoute également la croissance des revenus, peut-être qu'on a une opportunité d'investissement. Donc, c'est une entreprise qui est très rarement sous-évaluée également. Donc, attention, là, vous pouvez aller regarder cela, creuser cela, c'est une très, très belle entreprise. Donc, ça, c'est la première entreprise. Deuxième entreprise, Church and Dwight, donc essentiellement des produits d'hygiène corporelle. Donc ici, je suis sûr que vous connaissez les marques de l'entreprise. Donc encore une fois, c'est actif intangible, ce sont les marques, la perception de la valeur de la marque. Donc généralement ici, vous allez voir des produits de grande consommation. Donc on va regarder ici par exemple quelles sont les marques qu'on détient. Il ne suffit juste pas de détenir les marques, il faut également que ces marques-là aient à peu près au niveau du public une certaine valeur. Donc des préservatifs Crojan, vous avez First Response, vous avez Replens, vous avez Arm Hammer. Donc généralement ça peut être des brossades, ça peut être des Hammer, ils font tout maintenant. Donc ils ont voilà, de la lessive, ils ont également voilà, du dentifrice, ce genre de choses-là. Donc voilà à peu près, voilà, ils ont des Oragel également. Donc pour généralement ceux qui ont souvent eu mal aux dents, Oragel, c'est quelque chose qui soulage en attendant d'aller voir le dentiste. Donc généralement, ils ont de bons produits ici. Donc c'est une entreprise qui croit essentiellement par acquisition. Donc elle est censée, elle rachète les petites marques chez d'autres personnes qui veulent s'en séparer et elle revalorise ces marques-là. Donc essentiellement ici, vous allez constater une chose. Capital ici est presque light. On appelle ça asset light. Donc l'entreprise n'investit pas massivement. D'accord? Donc, mais elle a énormément de free cash flow. Donc ici, vous constatez qu'on a des free cash flow aux alentours de 800 millions par 850 millions par là. Les dernières années, on a des free cash flow qui sont un peu élevés. Donc le revenu également est croissant sur les dernières années ici. On a une croissance des revenus qui est aux alentours de 6,56%. C'est à peu près parfait ici. Donc admettons que l'entreprise nous reverse à peu près ici 850 millions en termes de free cash flow ici par rapport au prix actuel. Quel est le rendement par rapport au prix actuel ici aujourd'hui? Si on ne prend pas en considération la dette, d'accord? Donc ça va pas être long ici. Donc je le fais en live, hein, donc je ne sais pas comme si je vais éditer quoi que ce soit. Donc ici, vous constatez que on a à peu près aux alentours de 19 milliards, excusez-moi, donc c'est 0,425 ici, divisé par 19 milliards, 0,79 par rapport au rendement des free cash flow. Ici, on a à peu près 4,3% pour le rendement des free cash flow. En date d'aujourd'hui, on distribue 1,29% pour le rendement du dividende, c'est-à-dire que techniquement, si le prix ne bouge plus, d'accord, et que le free cash flow ne bouge pas, on peut aller, et qu'on continue à faire augmenter le dividende ici, on peut aller à 4,29%. C'est une bonne chose, mais si vous combinez cela généralement avec la croissance des revenus,
ça peut être un home run. Regardez, c'est une entreprise qui est elle est très rarement sous-évaluée, très, 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 très rarement. Donc, à la fin de la journée, je ne vous dirai pas que c'est surévalué ni sous-évalué, je dirais que le prix est juste correct. Donc celui qui investit ici, non seulement il a un potentiel de rendement de 4% par rapport au free cash flow actuel, mais ces free cash flow auront tendance à augmenter dans le temps. Mais lisez les rapports financiers. Ça, c'est la deuxième entreprise. Maintenant, on va passer ici à la troisième entreprise sur notre liste. Donc la troisième entreprise c'est Archer Daniel Midland. Donc c'est une entreprise qui exerce essentiellement dans le secteur de l'agriculture. D'accord. Donc c'est du négoce, également c'est une multinationale pour le secteur de l'agro-industrie, on va l'appeler comme ça. Mais également, vous pouvez constater que elle fait également du négoce de matières premières agricoles essentiellement. Et quand on parle de matières premières, négoce et tout le reste, c'est essentiellement la logistique qui est importante, d'accord? La capacité de fournir en temps et en heure les différents consommateurs, d'accord? Donc, ici, quand on va regarder, quand on parle également d'agriculture, on parle d'inflation, donc c'est-à-dire que la période actuelle est bénéfique pour la compagnie. Donc, ne vous concentrez pas sur le PER actuel pour déterminer que l'entreprise est sous-évaluée. Attention, la période actuelle est exceptionnelle. Est-ce que ça va durer? Point d'interrogation. Dans tous les cas de figure, c'est une entreprise qui a l'habitude en moyenne d'avoir à peu près aux alentours des 2 milliards de dollars par an. D'accord? Parce que quitter de 65 milliards, de 64 milliards à 90 milliards en 2 ans, voilà, c'est un peu bizarre, d'accord? Donc, posez-vous les bonnes questions. Ne prenez pas juste ce qui est présentement devant vous pour vous dire que non, l'entreprise est sous-évaluée. Donc, attention. Donc, ici, c'est une belle entreprise, d'accord, qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Donc, elle a essentiellement une croissance par acquisition également de manière organique. Donc, c'est déjà une compagnie mature. Donc, le dividende ici est aux alentours, le rendement du dividende est aux alentours des 1,94%. Donc, vous savez comment nous on réfléchit. Ici, le rendement des actionnaires. Donc, ici, elle rapporte en moyenne, voilà, on va être gentil, hein, on va mettre 2 milliards. Et je ne dis pas que c'est 2 milliards en date d'aujourd'hui. Donc, je prends le 2 milliards ici divisé par la capitalisation boursière actuelle. Ce qui veut dire que le rendement par rapport aux actionnaires ici en moyenne est de 4,31%. Donc, sachant qu'on a une entreprise également qui est très, très mature, dont la croissance également ici est très, très... Voilà, elle est aux alentours de 1% par là. Donc, est-ce qu'on a une opportunité d'investissement? Moi, je vous dirais non en date d'aujourd'hui, mais ça reste une entreprise très, très intéressante à garder en portefeuille. Enfin, pas à garder en portefeuille, à observer. Et il faut l'acheter uniquement quand elle présente une opportunité d'investissement. Donc, je dis généralement ici que même si vous avez une entreprise qui baisse très rarement en période de crise, ce n'est pas une raison particulière pour l'acheter, d'accord? Sauf s'il y a une croissance exagérée dans le futur en termes de revenus et une stabilité des marges également. Donc ici, ça sera notre deuxième entreprise qui est une entreprise de qualité. Pas la deuxième entreprise parce que ça fait la troisième entreprise. Donc, troisième entreprise. Maintenant, on passe à la quatrième de Kraft Heinz. Donc, Kraft Heinz, ici, vous connaissez avec les ketchup Heinz. D'accord? Il n'y a pas que les ketchup, ils font également autre chose à la fin de la journée. Donc, c'est une entreprise c'est une multinationale exerçant dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc, ici, quand on parle d'agroalimentaire, comme je l'ai toujours dit, la marque est très importante, la perception de valeur est très importante également. Warren Buffett est investi dans cette compagnie-ci depuis plusieurs années. Et également le fonds d'investissement 3G Capital, donc les Brésiliens de 3G Capital, qui sont également très investis dans AB InBev. Ils sont très réputés pour être des cost killers. Donc essentiellement, quand ils rachètent une entreprise, ils coupent les coûts généralement, d'accord. Ils réduisent les coûts pour pouvoir augmenter les marges. C'est une bonne chose, comme c'est pas voilà. Ça dépend de quelle entreprise, parce que parfois également une entreprise a besoin d'avoir des coûts élevés au niveau, par exemple, du marketing. Donc, c'est pas parce que les marges sont élevées que c'est forcément bon pour la compagnie, surtout dans ce genre d'entreprise ici qui doit faire de la pub à chaque fois pour pouvoir mettre dans la tête du consommateur que je suis là, mon produit est là, il est meilleur que les autres. Donc ici, voilà à peu près les produits qu'on fait ici. Donc, on va essayer de déterminer si, je pense qu'on va poser une question dernièrement par rapport à cette compagnie ici. Donc, si la personne en question suit la vidéo, c'est l'occasion pour moi de ne pas rentrer en profondeur, mais de dire à peu près ici que peut-être qu'on a une opportunité d'investissement avec cette entreprise ici, dans le sens où, généralement, ici, on a à peu près on a ici un revenu à peu près stable, d'accord? Dernièrement, ici, vous avez des marges à peu près qui sont décroissantes, mais c'est à peu près par rapport à la période actuelle, elle a un pricing power, d'accord? Donc ici, les bénéfices nets par action, il y a un peu de business, mais parce que c'est une entreprise également qui est en pleine restructuration, d'accord? Pas que restructuration dans le sens où, voilà, elle veut augmenter, elle veut, voilà, recentrer ses activités. Non, c'est parce que, voilà, ça fait partie de ça. Mais vu qu'elle a fait de grosses acquisitions dernièrement, donc parfois elle vend certains segments ici afin de pouvoir, voilà, se concentrer sur les marques qui ont le plus de valeur. Donc, selon elle, donc généralement ici, on a des free cash flows aux alentours de 2 milliards 500. Attention, ne vous trompez pas, c'est pas des free cash flows aux alentours de 4 milliards. Ici, c'est parce que il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe ici au niveau des bilans. Faites très, très, très attention. Donc ici, 2 milliards 500, c'est le free cash flow en date d'aujourd'hui.
D'accord? Donc, quand on prend le free cash flow et qu'on le divise ici par le nombre d'actions disponibles, pas par le nombre d'actions, mais par la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on fait ici le 2,5 milliards divisé par 44,3. D'accord? J'arrondis à 3. Donc, ça fait ici un rendement de 5,64%. D'accord? Donc, 5,64%, on paye ici un dividende à peu près de 4,42%. Est-ce que je dirais que l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée? Je dirais que, voilà, ça dépend. Si on peut approfondir ici, tout va dépendre à peu près des free cash flow. D'accord? Je vous ai dit ici que les free cash flow sont aux alentours de 4 milliards en date d'aujourd'hui. Elle a la possibilité de payer, de continuer à faire croître ce dividende-là. Donc, ça dépend. Si on a des free cash flow plus élevés dans le futur, si on peut faire des acquisitions, parce qu'elle a voulu faire l'acquisition d'Unilever, je pense bien dernièrement, mais ça a été refusé. Donc, à la fin de la journée, elle est là, elle recherche des entreprises à racheter. Donc, ça peut être une entreprise, ça peut être une opportunité d'investissement à long terme. Tout dépend de vos analyses, d'accord? Donc, elle a coupé son dividende ici dernièrement. Donc, parfois, quand une entreprise coupe le dividende, ça peut être pour des bonnes raisons. Ici, c'était pour une bonne raison parce qu'elle doit rembourser une énorme dette. Et c'est ce qu'elle fait présentement ici. Et laissez-moi vous dire que si Warren Buffett est là, c'est-à-dire que l'entreprise, voilà, il a vu qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, mais quoi que Warren Buffett n'est pas rentré dans l'entreprise, il n'a pas investi directement. Je pense qu'il possédait soit Kraft, soit Heinz. Et quand 3G a voulu faire l'acquisition, il a choisi de ne pas vendre ses actions, mais de rentrer à peu près dans le conseil d'administration de l'entreprise. Enfin, de garder ses actions pour l'entreprise combinée. D'accord? Donc, ce n'est pas un investissement direct. Donc, ici, c'est une belle entreprise, mais tout dépend du prix. Mais c'est également une entreprise à avoir dans sa watchlist. Donc, alors, quand on passe ici au prix de l'action, parce que certaines personnes se focalisent généralement sur le prix de l'action ici, attention, c'est une entreprise qui a connu une énorme transformation. Je vous ai dit qu'elle a coupé son dividende, n'est-ce pas? Donc sans doute quand elle a coupé son dividende, il y a des rats qui ont quitté le navire. Et je ne dis pas que vous êtes des rats, entre parenthèses. Ça veut dire ceci, ça veut juste dire qu'il y a des gens qui se focalisent uniquement sur les dividendes sans se rendre compte que parfois ce dividende n'est juste pas bon pour la pérennité même de l'entreprise. C'est pour ça que quand vous voulez investir dans une compagnie qui verse un dividende, posez-vous la question si c'est la meilleure décision pour la compagnie de verser un dividende. D'accord? Parfois, ce n'est juste pas la meilleure décision. Et quand vous savez que l'entreprise est de qualité, mais ce n'est pas la meilleure décision de payer un dividende présentement, vous savez juste que peut-être le prix actuel, vous allez demander une décote spéciale parce que pour vous protéger de ce genre de variation-ci. D'accord? Donc, ce n'est pas parce qu'on est à 36 dollars ici aujourd'hui qu'on va retourner à 92 dollars, à 90 dollars. Peut-être qu'à 90 dollars, on était déjà extrêmement surévalué. Donc, attention, attention, attention. Donc, c'est une belle entreprise. Mais il faut investir dans cette compagnie-ci au bon moment. Quand elle va rembourser sa dette, je pense qu'il y aura une opportunité d'investissement dans le sens où elle a à peu près 2 milliards elle paye à peu près 2 milliards juste pour les intérêts de la dette. C'est déjà assez élevé. Et surtout en période d'inflation, en période de taux d'intérêt élevé, surtout, je pense qu'elle va plutôt se concentrer sur le remboursement de la dette. Donc, ça, c'était notre entreprise ici et je pense que nous sommes sur la 5e entreprise. Donc, on passe ici présentement sur la 6e entreprise. D'accord? Donc, je pense que c'est ça. 1, 2, 3, 4. On était juste sur la 4e entreprise. Alors, on va un peu accélérer ici. Donc, on passe ici sur la 5e entreprise. Ici, donc, c'est Dollar Tree. Donc, Dollar Tree, essentiellement, c'est une entreprise qui vend des produits à petit prix. D'accord? À très, 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 très bas prix. Donc, généralement, je pense que la plupart du temps, dans les magasins de Dollar Tree, c'est tout en dessous de 10 dollars. Donc, 10, 5, 2. Donc, c'est généralement les magasins les plus rentables. Attention, parce qu'ils vendent en termes de volume ici. Et c'est bon, ça dépend des produits qu'ils vendent, mais ce n'est pas très souvent de la qualité. Mais à la fin de la journée, ils ont la capacité de négocier de très bons prix avec, par exemple, des grands groupes comme Pepsi, etc. Donc, vous voyez ici que c'est une entreprise qui a des revenus à peu près croissants, donc croissance par acquisition également, donc croissance par acquisition et de manière organique. Donc attention au same store sale, attention. Donc ici également, vous constatez que la marge opérationnelle est à peu près stable et croissante. Vous voyez ici que le bénéfice ici, en termes, le net income ici est aux alentours de 1,4 milliard en date d'aujourd'hui. Attention, peut-être qu'elle va bénéficier de la période actuelle. Dans tous les cas de figure, en période de récession, si les gens n'ont pas d'argent, ils vont se rabattre vers les magasins où ils peuvent faire des économies. Et ici, on fait des économies toute l'année parce que tout est à bas prix. D'accord? Donc ici, essentiellement, on a 1,4 milliard en termes de free cash flow en moyenne. Donc pas des free cash flow, mais en termes de bénéfices nets ici. Mais les free cash flow ici sont élevés parce que c'est également une entreprise, vu qu'elle ouvre de nouveaux magasins pour générer un tout petit peu plus de croissance. Parfois, elle remodèle certains magasins. C'est pour ça que vous voyez peut-être une dépense en capital élevée, mais elle a la capacité de générer à peu près 1,4 milliard ou 1,2 milliard par là en termes de free cash flow. Donc ici, c'est à la volée. Elle ne paye pas encore de dividendes, mais elle a la capacité de pouvoir payer un dividende. Parce qu'ici, on a une croissance encore aux alentours de 14% sur les 10 dernières années.
Donc, voilà comment vous allez réfléchir sur une compagnie qui ne verse pas un dividende. Actuellement, elle a 1,4 milliard en termes de free cash flow ici potentiel, d'accord? Quand on prend cette somme-là divisée par on va arrondir la capitalisation boursière, il y a 35 milliards. Donc, ça nous donne ici un rendement à peu près de 4%. Admettons qu'on a une croissance la croissance de 5% sur les 5 prochaines années en moyenne. Donc, ça revient ici à peu près à multiplier le rendement ici sera aux alentours de, on va dire, aux alentours de 5% par là. Donc, voilà, on était à 4%, donc ça sera multiplié par 1,28. Donc, ça sera le minimum ici. Donc, ça a donné 5,12% ici. Donc, c'est le rendement potentiel. Donc, si elle distribue même un dividende ici et qu'elle continue la croissance ici, donc le rendement potentiel est aux alentours de 5,12%. Donc, peut-être que le prix ici n'est pas correct, mais c'est une entreprise qui peut avoir une croissance elle peut avoir une croissance élevée pendant très, 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 très longtemps. Elle offre rarement des opportunités d'achat. Par exemple, la dernière fois qu'elle a proposé une opportunité d'achat, c'était en 2021, septembre 2021. D'accord, je ne sais même pas comment les gens arrivent à se dire que ce genre d'entreprise qui va mourir. D'accord? Donc, ici, soyez patient. Peut-être que le prix actuel peut intéresser certaines personnes ou pas. Dans tous les cas de figure, c'est une excellente entreprise, c'est une excellente compagnie anti-crise. D'accord? Donc, on passe ici sur la dernière, pas la dernière, mais on passe ici directement à la 6e entreprise qui est Sprout Farm Market. Essentiellement, elle exerce dans le secteur de la grande distribution, mais elle vend uniquement des produits biologiques, donc on est dans l'ère du temps. Alors, donc quand on parle de compagnie de distribution, donc compagnie de distribution alimentaire, encore une fois, same store sale. Il faut comparer les ventes des magasins qui sont ouverts sur une période, qui ont été ouverts sur la même période, enfin, pas sur la même période, mais sur une période, donc, sur une période à peu près, voilà, sur 3 à 12 mois. Donc, généralement, ce same store sale, c'est à chaque trimestre. Donc, généralement, quand il est négatif, c'est pas bon. Quand il est positif, c'est à peu près correct. Ça veut dire que les magasins, les volumes sont de plus en plus élevés dans les magasins. Donc, ici, on constate ici qu'on s'échange à 12 fois les bénéfices. Peut-être qu'on a une opportunité d'investissement, mais attention, la période actuelle est peut-être exceptionnelle. Ce sont des entreprises qui ont bénéficié de la période que vous connaissez. Donc, peut-être que c'est la raison pour laquelle on a une capitalisation, des PER très, très bas. D'accord? Donc, vous constatez ici que, voilà, en moyenne, ici, la marge ici est aux alentours de 3%, mais en 2020, 5%, en 2021, 4%. Donc, peut-être que la période est exceptionnelle. Donc, le revenu également était exceptionnel. Donc, ce revenu-là aura tendance à diminuer. Mais c'est temporaire parce que c'est une entreprise qui est clairement en croissance. Même avant la période que vous connaissez, elle avait une croissance à peu près de 10% par là. Actuellement, elle est à 18% sur les 10 dernières années. Donc, minimum 5%, c'est faisable. Donc, si on fait généralement ici, on va se dire que, voilà, admettons que le 6 milliards 500 ici, c'est ce qu'on est gérable. Donc, on aura une baisse des revenus, certes, mais on peut atteindre le 6 milliards 500 d'ici 5 ans. Donc, on peut retourner à 5 milliards 500 ici. Donc, si on prend à peu près des marges bénéficiaires de 3% ici, ça fait à peu près 195 millions ici de dollars, 195 millions. Donc, j'ai pris des marges de 3%, pas plus que ça. C'est juste pour me protéger. Ça ne veut pas dire que ce sont des marges de 3%. Donc, alors, ici, ça va nous donner à peu près divisé par le nombre d'actions ici. Ils rachètent massivement leurs actions également. Vous pouvez constater que le nombre d'actions diminue avec le temps. On quitte de 144 millions à 114 millions ici aujourd'hui. Donc, ça fait à peu près 1,17$. Généralement, c'est la grande distribution. Donc, on peut s'échanger facilement ici à 17 fois les bénéfices ici. Donc, techniquement, on peut valoir 29$ par action. 29, 34, donc 29 à 35, ça peut être possible. Donc, actuellement, on cote à 26,42$ ici. Donc, on pourra avoir une opportunité d'investissement si la croissance est plus élevée. Donc, actuellement, si une entreprise, allez regarder, elle ne paye pas encore de dividendes, c'est sûr, mais si elle décide de payer à peu près un dividende en date d'aujourd'hui, quel est le rendement que vous allez obtenir? Donc, admettons qu'on verse à peu près 200 millions par an en termes de free cash flow ici. Donc, je l'ai arrondi, divisé par la capitalisation boursière actuelle, donc en date d'aujourd'hui, ça donne à peu près 7% de rendement en date d'aujourd'hui. Et on n'a même pas encore ajouté la croissance. Attention. Donc, si vous ajoutez encore la croissance à partir de, avec ce rendement-là, après, on sera à peu près aux alentours de 8%, 8,9, 8 à 9% par là. Donc, attention, on a peut-être une opportunité d'investissement sur Sprout Farm en date d'aujourd'hui. Et c'est une entreprise qui n'a presque pas de dette du tout. Donc, on passe maintenant à la 7e entreprise qu'on appelle Molson Coors Beverage. Donc, quand on dit déjà beverage, vous comprenez que c'est une compagnie qui vend quelque chose qui a créé avec la boisson. Donc, ce sont des boissons alcoolisées, donc généralement de la bière. Donc, ici, pour ceux qui sont en Amérique du Nord, donc au Canada, essentiellement, c'est, si vous connaissez Molson avec les Canadiens. Donc, le Canadien, c'est une équipe de hockey à Montréal. C'est un peu comme le Real Madrid, voilà, dans le Real Madrid, dans le domaine du hockey. Bon, techniquement, les dernières années, c'est pas trop ça, d'accord? Mais Molson Coors, c'est la famille qui détient les départs dans cette entreprise pas l'entreprise, dans l'équipe de hockey qu'on appelle les Canadiens de Montréal, d'accord? Et les Montréalais les Québécois sont très friands de hockey. Donc,
Alors, voilà Molson Coors, voilà à peu près les marques de bière qu'ils ont présentement ici. Mais attention, c'est pas parce qu'ils vendent Heineken, ils ont peut-être le droit de vendre Heineken au Canada. Mais c'est pas elle qui a peut-être la compagnie Heineken. Donc, faites très très attention par rapport à ça. Ils ont des ententes bizarres entre elles dans les compagnies, par rapport aux compagnies qui exercent dans le secteur des boissons alcoolisées. Donc, ici, quand on va regarder ici au niveau des chiffres, vous constatez qu'on a des marges à peu près stables et croissantes, d'accord. Les revenus sont stables et croissants, d'accord. Donc on voit ici la croissance des revenus à peu près de 10% sur les 11% sur les 10 dernières années, à peu près stable ici, 15% sur les 5 dernières années. Donc on voit ici que peut-être c'est la croissance, je pense que c'est une croissance par acquisition également, parce qu'on ne peut pas quitter de 5 milliards à 11 milliards en une année. Ça, c'est impossible. Donc il y a dû avoir une acquisition à cette période aussi. C'est une bonne chose également. Donc quand on fait une acquisition ici, généralement, il y a de la dette, donc peut-être également c'est pour ça que l'entreprise n'est pas très très bien vue actuellement. Je ne sais pas s'il y a de la dette, on va essayer d'aller voir ça ici. Donc vous constatez ici que les marges sont à peu près stables ici, les dividendes sont à peu près, voilà, on a sans doute coupé le dividende dernièrement, c'est peut-être pour ça que le prix de l'action est peut-être en berne ici. Donc on va aller regarder ça rapidement ici, ça va pas être bien long. Donc Molson Coors, on tape ici le price action, on va directement ici sur Max, on regarde, oui, voilà, le prix a diminué ici. Ça m'arrange. Moi, j'aime bien voir quand le prix diminue, surtout pour ce genre de produit. Si on s'échange à 10 fois les bénéfices pour une compagnie qui a un pricing power dans le secteur de l'alcool, même en période de crise, excusez-moi, mais même quand on n'a pas d'argent, on veut un peu alcooliser pour essayer d'oublier les soucis. On ne le conseille pas, bien sûr. Et ici, ce n'est pas un conseil d'investissement que je suis en train de donner, c'est uniquement mon avis. Donc ici, quand on va ici sur une entreprise qui a à peu près 1 milliard de free cash flow en date d'aujourd'hui, 1 milliard de free cash flow ici, alors elle verse un dividende, je peux voir ici le dividende en date d'aujourd'hui et il est aux alentours de 2,93%. Voilà, donc on va regarder ici, qu'est-ce que ça donne ici en termes de quelle est la dette, le niveau d'endettement de l'entreprise ici, juste pour vérifier vite fait, on a à peu près 7 milliards. Ok, donc elle rembourse, vous voyez, elle a fait une acquisition, je ne me suis pas trompé. Donc juste avec les états financiers, vous pouvez déjà voir certaines choses qui se passent et en lisant les rapports financiers, vous savez quelles questions vous devez poser. Donc ici, elle en train de rembourser massivement la dette, c'est une bonne chose parce que quand on rembourse massivement la dette, ça baisse les intérêts sur la dette. Et quand on baisse les intérêts sur la dette, le bénéfice va, enfin, le restant va directement dans les poches en termes de bénéfices nets. Donc ici, vous constatez que les intérêts sur la dette sont en train de baisser. On constate ici au niveau des cash flows, qu'est-ce qui se passe au niveau des cash flows? Le dividende ici, il a diminué, mais il va revenir à la moyenne. Donc, on revient sur le plus important. Si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flows en termes de dividendes en date d'aujourd'hui, d'accord, vous aurez un rendement à peu près aux alentours des 9%. Donc moi, je pourrais considérer un achat dans cette compagnie-ci, bizarrement, en date d'aujourd'hui, au prix actuel, même avec la dette actuelle. Pourquoi? Parce que la dette actuellement, c'est une dette en fait qui peut être gérable. C'est une entreprise qui peut facilement s'échanger à 25 fois les bénéfices, même en période actuelle. Si j'enlève la dette ici qui est aux alentours de 6 milliards, d'accord, ça me donne ici par rapport au prix actuel qui est au 11,27 par rapport au prix actuel, ça me donne à peu près, ah non, pas 11, multiplié par 11,27, j'ai fait une erreur, multiplié par 11,27 ici, ça donne, ça peut 19 milliards ici, je vais diviser par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, donc peut-être qu'également elle rachète massivement ses actions, non, je ne pense pas, elle a toujours 217 millions d'actions, donc 217 millions d'actions ici, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, d'accord, vous voyez comment je bavarde comme ça pendant longtemps, ça mérite bien un pouce bleu et un commentaire, faites exploser la chaîne, d'accord, parce qu'ici on donne essentiellement du contenu de qualité, donc 87,55$ potentiellement par action. Potentiellement, actuellement, on est à 55,82. Je vous laisse tirer les conclusions nécessaires. Maintenant, on passe à la dernière entreprise sur la liste, c'est Post Holding. Post Holding a à peu près le même business model que Church & Dwight. Donc, ce sont des entreprises qui font essentiellement des acquisitions. Ils achètent des marques chez les autres entreprises qui n'en veulent plus, par exemple comme Kellogg's, etc. Donc, essentiellement des produits emballés. Donc, c'est la grande dispense. C'est pas de la grande dispense, mais c'est de la consommation. C'est des produits agroalimentaires. Donc, on va également ici regarder à peu près quelles sont les marques de la compagnie. Si on connaît à peu près ces marques-là, il y a déjà la marque Post. D'accord? Vous voyez des cornflakes ici, enfin, pour les petits déjeuners. J'appelle toujours ça les cornflakes, alors que cornflakes, c'est une marque. Alors, vous voyez ici que voilà, la plupart des marques qu'ils ont ici, peut-être que vous ne connaissez pas ces marques-là, mais ce sont des marques qui sont peut-être populaires en Amérique du Nord, donc c'est la raison pour laquelle peut-être vous ne les connaissez pas. Mais nous, ici, ce sont les chiffres qui nous intéressent. Donc, vous pouvez constater ici que le revenu ici est croissant avec le temps. On aime ça. Revenu également, il est essentiellement par acquisition et également de manière organique. Vous constatez que les marges opérationnelles sont à peu près stables. Les marges de but sont à peu près stables également. Les free cash flow sont aux alentours de, à tout casser, sur les dernières années, 400 millions par là. Je sais que vous voyez 395 ici, mais voilà, nous on arrondit toujours 400 millions par là. Donc, le nombre d'actions ici a tendance également à diminuer avec le temps. Elle ne paye pas encore de dividendes, c'est sûr. Mais si elle avait à payer les dividendes en date d'aujourd'hui, quel est le rendement qu'on aurait obtenu? C'est la question que nous on se pose sur Top Invest. C'est comme ça que nous on regarde à peu près les free cash flow, enfin, donc le rendement des actionnaires. Donc, si elle paye la totalité de ses
free cash flow en termes de rendement, en termes de dividendes ici, quel est le rendement qu'on aurait obtenu ici. Donc, je divise par la capitalisation boursière ici, ça nous donne à peu près un rendement de 8,62% de rendement. Donc, au prix actuel, on a peut-être une opportunité d'investissement sur Post Holding. Et c'est une compagnie, voilà, de croissance entre parenthèses, parce qu'elle effectue des acquisitions pour pouvoir générer cette croissance-là. Donc, il faudrait vérifier pourquoi est-ce qu'on a une croissance élevée et quelle est la stratégie du management à long terme. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est par acquisition. Non, elle a également un pricing power. Donc, on pourrait avoir une croissance élevée ici. Admettons qu'on achète une entreprise ici avec un potentiel de rendement de 10%, de 8,62%, avec en plus une croissance des bénéfices nets ou des free cash flow de 5% sur les années à venir, ça pourrait nous donner un rendement de 11%. Donc, le prix actuel pourrait être une opportunité d'investissement. Idéalement, avant d'investir dans ce genre de compagnie, il faudrait également regarder le niveau d'endettement ici, vu qu'elle fait des acquisitions. D'accord? Donc, peut-être qu'on a une dette ici. On va juste aller regarder ça ici. Ça peut être long. Voilà. Ok, on a une dette à peu près de 6 milliards. Donc peut-être que c'est pour ça que le marché n'apprécie pas totalement cette entreprise-ci. Donc on va faire simple, hein. Je vais faire 25 fois les bénéfices, multiplié par 400 dollars ici, enfin 400 millions ici, moins 6 milliards en termes de dette ici. D'accord, on arrive bien à 4 milliards ici. Et si on ajoute ici la croissance des 5% sur les 5 prochaines années par rapport aux revenus, d'accord, elle a bien plus que ça, bien sûr. Vous constatez que sur les dernières années ici, on a une croissance à peu près de 4,13%, mais c'est par rapport à la période actuelle. Donc faites très attention, elle ne fait pas d'acquisition chaque année, mais quand elle fait une acquisition, c'est une grosse acquisition généralement. Donc ici, on peut se dire que voilà, divisé par 64 dollars en date de 64 millions d'actions en date d'aujourd'hui, on a à peu près un price action aux alentours de 6 milliards ici. Donc je pense que c'est par rapport à la dette ici que le prix de l'action est à ce niveau. Donc faites attention au PER. Faites attention au PER. D'accord? Si vous ne prenez pas en considération la dette, ce PER n'a aucune valeur. Parce que réellement, la dette nette ici, voilà, le PER réel est plus élevé que ça parce qu'on utilise la totalité du free cash flow ici pour repayer la dette ici. Donc, c'est normal qu'elle ne verse pas encore un dividende, mais elle a la capacité de le faire. Même si le niveau d'endettement ici, selon moi, est un peu élevé. Donc, on a quand même 400 millions, on a quand même 6 milliards ici en termes de dette. Donc, c'est à peu près 15 ans pour le remboursement par rapport au free cash flow. Donc, par rapport à la génération des free cash flow actuels. Donc, peut-être que ça aura tendance à diminuer avec le temps. Mais c'est une entreprise qui s'occupe, quand elle fait une acquisition, elle fait également ce qu'on appelle voilà, le deleveraging. Donc, elle essaie de repayer la dette rapidement pour continuer pour refaire une autre acquisition plus tard. Donc, ici, si la dette diminue, les intérêts sur la dette également vont diminuer, le bénéfice par action également va augmenter. Donc, c'est une entreprise, je dirais, qui est bien gérée actuellement. Est-ce qu'il y a un risque en tant que tel sur la viabilité de l'entreprise? Oui. Techniquement, je dirais non, mais bon, ça dépend vraiment de la sévérité. Je pense qu'elle a un pricing power, donc elle pourrait s'en sortir. Donc, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Donc, par rapport aux EBITDA, c'est 6 fois les EBITDA ici. Donc, la dette nette n'est pas un problème ici pour cette entreprise ici, mais faites vos propres exercices, faites vos propres devoirs. Ici, elle ne paye pas encore un dividende, mais ça reste une très belle entreprise pour un portfolio qui serait dans le secteur à peu près, voilà, pour un portfolio défensif. Donc, toutes les entreprises citées ici, certaines sont sous-évaluées, certaines ne le sont pas selon moi, mais elles ont toutes une chose en commun, elles ont des avantages compétitifs dans le secteur dans lequel elles opèrent, donc essentiellement la consommation défensive, dans lequel l'avantage compétitif, c'est essentiellement le pouvoir, la perception de la marque, donc c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, ces marques-là commandent un prix premium. Donc c'est tout ce que je pouvais dire ici par rapport à ce top-ci. Donc on va continuer les tops par rapport au secteur défensif ici, au super secteur défensif, ce qui fait que si les marchés se cassent la gueule, vous saurez dans quelle entreprise je dois investir en priorité. D'accord, ce n'est pas le seul secteur ici, on parlera des autres super secteurs, mais on va déjà se limiter à celui-ci d'abord, d'accord, parce qu'on a énormément d'entreprises à présenter. Je pense que j'ai près d'une centaine d'entreprises à vous présenter. Vous voyez que le volume est assez élevé ici. On passe de 5 à 7 à 8, dans le top 5 à top 7, top 8. Donc ne vous inquiétez pas, PEA également, il y aura des entreprises, pas la peine de demander. Déjà sur la chaîne, il y a énormément d'entreprises ici que vous pouvez aller voir. Dites-moi si vous avez découvert une nouvelle entreprise. Dites-moi si parmi les entreprises que j'ai citées ici, il y en a certaines que vous possédez déjà. Donc, d'ici là, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.